Bonjour, bonjour. Merci à tout le monde de m'accorder du temps cet après-midi à nouveau. Moi, c'est Hervé Messina. Je viens par la présente vidéo vous faire part de quelque chose qui me met un peu dans l'émoi. J'en ai en parlé il y a quelques temps, mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas été émues parce que ce n'était pas exactement pour la même personne, mais c'était des cas presque similaires. La différence, était dans la forme et dans les raisons. Parce que le premier, c'était pendant elle avait été tuée comme ça, hasardement, à bout portant. Le second, lui, il a été euh, arrêté, maltraité, torturé. Et on dit qu'il est mort de suite d'une septicémie, d'une infection généralisée. Mais qu'est-ce qui a causé la septicémie? Qu'est-ce qui a causé l'infection généralisée? On ne nous a pas dit. On nous dit il était un indique pour les combattants du Nozo et qu'il a été arrêté et que la gestion de son cas a permis de retirer beaucoup d'informations qui ont permis de neutraliser beaucoup de combattants ou beaucoup de cellules au niveau des combattants du Nozo. Mais c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on nous dise comment est-ce qu'il est mort deux fois. Pourquoi est-ce qu'il est mort deux fois? Comment est-il possible qu'une personne meure deux fois? Parce que logiquement, quand quelqu'un meurt, quelles que soient les circonstances, sa famille est informée, la nouvelle officielle, tout le monde est au courant qu'il est mort et puis c'est fini. Mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas été ça. Il a fallu attendre plus de 10 mois, presque un an, pour qu'on nous dise que le gars est mort, alors que son avocat s'est retrouvé plusieurs fois dans des audiences qui ont été renvoyées une fois, sans qu'on dise exactement pourquoi il n'avait pas accès à son client, pourquoi il ne pouvait pas voir son client et pourquoi les choses étaient à ce niveau-là. Donc, tes chers frères, chers sœurs camerounais, comme je disais, moi c'est Hervé Messina. Voilà, je suis camerounais, mais de temps en temps, il m'arrive d'avoir des choses qui me dérangent. Donc, je partage ma réflexion avec vous. Ainsi, dans certains commentaires, certaines personnes peuvent aussi venir m'éclairer pour que je puisse mieux comprendre la chose. Mais, comme disait Victor Hugo, quand je parle de vous, je parle de moi. Donc, ce qui est sûr, il y a un problème fondamental. Pourquoi Samuel Ouazizi est mort? Et pourquoi Samuel Ouazizi est mort deux fois? Comment se fait-il qu'on a attendu aussi longtemps pour rendre sa mort officielle? Comment se fait-il que pendant si longtemps, les choses sont restées dans le noir, sans qu'on sache exactement ce qui est arrivé à Samuel Ouazizi? On peut l'accuser de tous les maux, mais on a une chose dont on est sûr, c'est qu'il était journaliste. Les gens l'ont vu à l'œuvre. Donc c'était ça son métier d'abord. Parce qu'il faudrait pas que... Parce que quand tu dis, pourquoi Samuel Ouazizi, on te dit non, tu es antipatriotique, tu veux qu'on divise. Non, j'ai jamais été pour, je ne serai jamais pour que le Cameroun soit divisé. Le Cameroun reste indivisible pour moi. Mais ça n'empêche que quand quelque chose n'est pas bien, il faut dire, la guerre n'est pas une bonne chose, premièrement. Deuxièmement, on aurait pu gérer cette situation différemment. Troisièmement, reconnaissez que quand un peuple est ostracisé, oppressé, la révolte à un moment est de droit. Ça, vous ne pouvez pas empêcher ça, quoi qu'on puisse dire. Donc là, actuellement, il y a un fait. Un homme a été tué, un jeune a été tué, dans des circonstances qui sont troubles. On ne peut pas nous dire qu'on a attrapé quelqu'un. On dit dans son cas, qui a commencé à être traité dans le Nozo, on l'a amené jusqu'à Yaoundé. Et à Yaoundé, on dit qu'il est mort 2 semaines après de suite d'une septicémie. Mais pourquoi n'avoir pas dit les choses? Il fallait rendre ça officiel. Pourquoi attendre maintenant? Parce que maintenant, on ne pourra plus voir le corps, on ne pourra plus faire d'autopsie. On n'a aucune idée de comment il est. Si encore son corps existe. Donc, il y a tout ça. Mais maintenant, je fais un parallèle parce que je sais que ça n'émeut personne. Mais ce que vous savez, les frères, c'est que aujourd'hui, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est le frère de quelqu'un d'autre. C'est le fils de quelqu'un d'autre. C'est le petit-fils de quelqu'un d'autre. C'est le mari de quelqu'un d'autre. C'est la nièce de quelqu'un. C'est le neveu de quelqu'un d'autre. C'est le cousin de quelqu'un d'autre.
Mais demain, ça peut être vous. Demain, ça peut être à votre tour. Vous ne voudrez pas qu'à votre tour, que les gens se posent des questions. Vous ne voudrez pas qu'à votre tour, que les gens demandent qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous ne voudrez pas qu'à votre tour, qu'il y ait des réponses. Vous ne voudrez même pas qu'à votre tour, qu'on ne vous torture pas, que vous ne mourrez pas d'une septicémie aussi. Vous ne voudrez pas qu'à votre tour, vous ne mourrez pas 2 fois. Parce qu'il y a ça. Mais aujourd'hui, on dit c'est un anglophone, c'est un gars du nord-ouest, donc, ou du sud-ouest, peu importe, ce qui est chez lui doit mourir. Le reste n'est pas important. Ça peut être moi demain, ça peut être toi demain, ça peut être ton frère demain. C'est pas parce que nous on dit on est bêtis, hein. Ça veut rien dire. Les gens nous ont enfumé pour faire tirer parti de ça. Et un jour vous comprendrez, parce que je sais tôt ou tard que vous comprendrez. Quand vous comprendrez, vous vous rendrez compte que vraiment, on s'est foutu de nous. Grandement. Quand on prend, on arrête quelqu'un. S'il a donné des informations, on exploite ces informations-là. S'il savait vraiment qu'il est coupable, il est condamné là, il va en prison. Il n'a pas besoin qu'on le tue. Il n'a pas besoin qu'on dise qu'il soit mort de septicémie. Soyons sérieux un temps soit peu. Comment on peut arrêter quelqu'un puis on nous dit quelques temps après qu'il est mort de septicémie? On voit ces vidéos, on sait que c'est un garçon qui était bien portant. Tout au moins relativement très bien portant. Il a même l'air d'un sportif. Donc vous n'allez pas dire que ce gars-là... Donc vous pouvez vous imaginer à quel point, quel sévice il a subi pour que son corps ne résiste pas. Quel degré était la torture? À quel niveau était la douleur et la souffrance? Je pense que la souffrance était inhumaine. Mais comme c'est un gars du nord-ouest, ça ne va pas gêner quelqu'un. Ou du sud-ouest, comme c'est un anglophone, ça ne va pas gêner quelqu'un. On va trouver que c'est normal. Le cas de Penda, les gens ont trouvé que c'était normal. Ce qui est bizarre chez nous, c'est que la norme chez nous est devenue ce qui n'est pas normal. Et c'est ce qui est surprenant. Je reviens dans ce que je disais précédemment. Les gens ont fait semblant de s'émouvoir dans le cas de George Floyd. Pourtant, chez nous, il y a des cas similaires. Ça n'émeut personne, ça ne dérange personne. Quand tu parles, on dit que tu es anti-patriotique. Dans votre patriotisme là, c'est à Minneapolis, vous partez montrer ça. Vous laissez Yaoundé et tout le reste. À Minneapolis, vous partez montrer votre patriotisme là. Soyez sérieux les frères. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Comment quelqu'un peut mourir 2 fois? Vous n'avez pas pitié de ses parents. Il a des parents. Il a des gens qui comptaient sur lui. Généralement, c'est chez nous que quand tu peux gagner un peu à manger, toute la famille compte sur toi. Donc, imaginez ce que vous avez fait à cette famille. On dit il était si, il rançait. Vous ne savez même pas s'il était contre. Vous ne savez même pas si on l'a menacé. Peut-être qu'on l'a menacé. Peut-être qu'on lui a dit si tu ne fais pas ça, on va tuer ta famille. Si tu ne fais pas ça, on va faire ceci à tes parents. Vous ne savez même pas. Mais vous ouvrez vos... il n'y a même pas quelqu'un qui est fichu d'avoir mal pour lui. Et ceux qui disent que non, ça fait mal, qui réclament justice, que les nouvelles, on trouve qu'ils sont anti-patriotiques. Les frères, soyez sérieux quand même. On a eu d'abord le correspondant d'RFI en langue Hausa lors du cas de Boko Haram là. Parce que simplement le gars se plaignait. Parce que simplement le gars, dans ses investigations, il a eu à communiquer avec les terroristes. On l'a pris, au lieu d'exploiter ces informations, on l'a envoyé en prison. On l'a condamné pour intelligence avec les terroristes de Boko Haram. Il y a même des jeunes, des enfants qui ont été condamnés là parce qu'on a trouvé soit un message ou un appel, c'est tout. Ils sont retrouvés en prison. Vous savez, on a tous des frères dans l'armée, des petits frères, des grands frères, des amis, on a tous dans l'armée, dans la gendarmerie. Si ça ne dépendait que de moi, cette guerre s'arrêterait demain. Parce que ça fait très mal, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de familles au Cameroun. Il y a quelques jours encore, je vois un jeune qui était sorti de l'école militaire intérim, qui était mort dans son premier front, je pense. Il y a beaucoup de jeunes gens qui restent là-bas tous les jours. Chez nous, même dans la Leki à Sala, il y a beaucoup de jeunes gens qui restent là-bas. On endeuille les familles tous les jours.
C'est vrai, nous tous, ma volonté, c'est que le Cameroun doit rester un et indivisible. C'est vrai aussi que je reconnais que les gars du nord, du sud-ouest, ont raté le coach. Parce que le coach, c'est pas diviser le Cameroun. Le problème, c'est Paul Biya. Le problème, c'est Biya Moscow. Point barre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais, Biya et son système doivent partir. Le problème, c'est pas de diviser le Cameroun. Malheureusement, comme on le dit souvent chez nous, il y a des gens qui profitent de tout. Chez eux aussi, il y a des gens qui veulent profiter de ça pour se positionner. Donc, eux aussi manipulent la jeunesse. Entre-temps, leurs enfants sont là-bas. Eux-mêmes, ils sont là-bas. Ils manipulent la jeunesse pour l'envoyer au front. Donc, c'est comme ça. Chacun veut se positionner. Donc, ça devient un problème de convoitise. Chacun veut profiter. Chacun veut essayer de gagner le maximum. Chacun se dit que, bon, si les choses changent, que c'est moi qui gouverne, chez nous, là, ça ira mieux pour moi. Je vais. Est-ce qu'il va vraiment travailler pour eux? Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'ensemble, on est plus fort. Mais je pense aussi que justice doit être rendue. On dit, Ayop a dit que on doit rendre justice à Samuel Ouazizi. Vous croyez à ça? Je vous mens pas, moi je ne crois pas. On a eu beaucoup de précédents. Quand j'étais petit, il y a eu le cas du... Comment on appelle le charnier là, le charnier, je crois le... Comment on appelle ça là? Du bois des singes, je crois. Quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, d'enfants qui ont disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait où sont ces enfants. Beaucoup de jeunes gens ont été tués. Jusqu'à demain, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Pendant la période des villes mortes, à l'époque du général Mpaye. Personne ne sait ce qui s'est passé, ni aujourd'hui, ni demain. Et personne ne saura jamais. C'est fini ça. Donc, si on me dit, il a décidé ou bien il a investi des gens, que les gens essayent de... Moi, je ne crois pas à ça parce que c'est du cinéma pour moi. Parce que si c'est vrai, c'est toute sa chaîne de commandement qui sera remise en cause. Mais comment se fait-il qu'un garçon qui avait toute la vie devant lui, même si ça aurait été vrai qu'il était coupable, je parle au conditionnel, si, parce que je ne crois même pas. Il serait condamné, sera en prison. Vous l'avez torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Et vous parlez de septicémie, infection généralisée. Oh, quel diagnostic facile. C'est le diagnostic de qui même? Comment on dit, du coroner, c'est-à-dire du médecin, du légiste, voilà. Ou alors c'est le diagnostic de ces tortionnaires, parce qu'à la fin on ne comprend pas. Tout n'est que mensonge, duplicité, escroquerie intellectuelle, barbarie, sauvagerie, malhonnêteté intellectuelle dans le gouvernement de Biya. Pendant combien de temps encore vous allez accepter de subir ça? Pendant combien de temps encore vous allez avaler ça? Comment vous pouvez pendant si longtemps rester dans ça et dire que ça vous arrange? Les gens, ceux qui vous disent de ne pas vous plaindre là, que les choses sont bien, que c'est parce que vous êtes bêtis, vous êtes écans, vous voulez pas, ils ne veulent pas que les autres viennent prendre votre pouvoir là. Ce sont des gens qui vous manipulent. Parce que c'est des gens qui attendent toute leur vie que vous partez leur demander les services. Quand tu parles leur poser un problème de 100 000, ils prennent 10 000 ou 15 000, ils te donnent. Tu penses qu'il a beaucoup fait. Ils sont allés, ils sont contents. Ils veulent que quand il y a funérailles au village là, quand ils viennent là, qu'on les attende, qu'on les traite comme des rois. Quand il y a une manifestation là dans la famille, ce sont eux qui décident. Quand il y a quelque chose à faire, sans eux on ne peut rien. C'est ce qu'ils veulent. Une minorité. Parce qu'ils ont un petit matricule, ils sont fonctionnaires. Ils sont dans une petite boîte qui les arrange, ils ont eu un petit... Mais ça c'est... Comment on peut être heureux seul? Moi je ne comprends même pas. Comment on peut être heureux seul? Je croyais que le bonheur là, c'est quand on est en famille. Mais vous êtes heureux seul et puis vous êtes content?
Quand quelqu'un vient dire qu'il faudrait que les choses changent, il faudrait qu'on essaye de voir les choses différemment. On a duré dans ça, essayons de sortir de là. Hein? Que cette génération-là, cette manière de faire là, est arrivée à bout, est arrivée à son terme, et a atteint ses limites. Qu'on doit essayer de voir les choses différemment. On trouve que non, il n'est pas bien. On le traite d'homosexuel, de pédé, de voleur. On dit que non, il est bamileke. Celui qui est bêtise, on dit qu'il est traître. Ceux qui ne sont pas traîtres là, c'est ceux qui soutiennent le pouvoir. Donc, je ne savais pas que le patriotisme s'est résumé à soutenir le pouvoir. Je pensais que le patriotisme, c'était de penser pour le bien du Cameroun. Wow. Avec tous les savants que vous avez là, qui rivalisent d'adresse pour défendre la bêtise. C'est la définition là qu'ils ont du patriotisme, que vous avez du patriotisme. Vous savez, nous tous on ne pouvait pas aller à l'école parce que nos parents étaient pauvres. Moi, mes parents n'avaient rien et nous étions une famille nombreuse. Comment on allait faire? Donc nous ne sommes pas allés à l'école. Mais le fait que nous ne soyons pas allés à l'école ne nous empêche pas de donner notre point de vue. Le fait que nous ne soyons pas allés à l'école ne voudrait pas que les gens viennent insulter notre intelligence tous les jours. Les gens rivalisent d'adresse pour venir défendre la bêtise. Fausses nouvelles, fake news, faut communiquer, tout ça là. Ils sont champions dans ça. Ok, maintenant, vous dites que vous avez commis une commission d'enquête, monsieur le président de la République, Paul Barthélémy Biyabi-Mwandoh. Nous souhaitons vraiment que les résultats soient rendus publics. Et nous voudrons attendre les minutes d'interrogatoire. Parce qu'actuellement, dans le monde moderne, quand on interroge un suspect, on enregistre. Nous voudrions que vous rendiez ces minutes-là publiques, que tout le monde les écoute. Comme ça, si oui, si vrai vraiment, ce garçon était coupable. Ne nous dites pas que c'est secret d'État, parce que c'est un problème camerounais. Donc, ne nous racontez pas que c'est un secret d'État. Rendez ces minutes d'interrogatoire public. Ces informations que vous avez exploitées là, je suppose qu'elles ont été enregistrées. Rendez-les publiques, que nous aussi nous les écoutions et que nous sachions au moins qu'il avait tort. Comme ça, même si on aura mal parce qu'il sera mort, on se dira vraiment, ce garçon-là, il avait failli. Mais ne venez pas nous dire que non, on ne peut pas rendre public, c'est monté, c'est descendu. Hein? Parce que franchement, hein, le macabre de ça, c'est pas bon. Ni pour nous, ni pour ses parents. Parce que soyons sérieux, ça fait extrêmement mal. Et vous qui vous asseyez sur vos deux fesses là, vous faites comme si ça ne vous concerne pas. Quand on parle de ça, vous prenez des vidéos des soldats qui sont morts, vous venez poster pour dire quand on tue les soldats, non vous vous plaignez pas, mais dès que, ok d'accord. Lui n'était pas soldat. Un soldat là, quand il meurt, il a choisi. Il pouvait faire autre chose. Il pouvait accepter de rester comme nous, de ne pas entrer dans l'armée, de ne jamais essayer de vivre différemment parce que tu n'es... Mais il a choisi ça. C'est-à-dire il a choisi son travail en connaissant de cause. Il connaît les risques du métier et il y a une prime de risque pour ça. Il y a une prime de risque pour cela. Voilà. Quand un soldat meurt au combat, c'est un risque. Il a assumé le jour où il prenait son dossier pour aller déposer là-bas au ministère de la Défense là. Pour aller passer les tests d'aptitude là, aller faire la formation entre, ils savaient déjà. Vous pensez que quand vous entrez dans, vous allez dans l'armée, ce n'est pas pour faire la guerre. Vous pensez que vous entrez, c'est pour gagner l'argent. Donc, il y a les risques du métier, l'argent. Au Cameroun, là, ils sont parmi ceux qui ont les plus gros salaires. Malgré que les salaires ne valent pas grand-chose au Cameroun, mais ils sont parmi ceux qui ont les plus gros salaires et avec beaucoup d'avantages. Donc, vous ne pouvez pas venir édulcorer la vérité. Il y a quand même trop de cas. Il y a les mamans et leurs enfants au nord. Il y a le cas d'Ngarbu. Il y a encore celui-ci. Il y a un cas. Vous aussi. Moi, je pensais que l'armée, là, elle était citoyenne. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Il faudrait bien que les choses changent. Il faudrait bien que les gens apprennent à penser différemment. Et arrêter de penser que celui qui pense différemment est votre ennemi. La majorité des Camerounais qui parlent, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Comme qu'ils aiment le Cameroun plus que vous. Vous, c'est votre ventre que vous aimez. Votre petite famille.
Tant que vous êtes rassasié, que votre petite famille mange, même si votre cousin, votre cousine, votre neveu meurt de faim, vous en foutez, c'est que tant que s'il peut venir vous mendier un peu chez vous, vous serez heureux, vous allez vous sentir important parce qu'il dépend de vous. C'est ça que vous voulez, vous n'avez même pas honte. Et ça, c'est la principale caractéristique des bêtis. Nous, on aime ça. Quand dans la famille, c'est toi. Quand c'est toi, les autres viennent là, ils viennent mendier, tes cousins là. Ou bien c'est toi et tes frères, les autres là, quand ils viennent là, ils viennent mendier. Pour aider même ton frère là, tu veux pas. Tu aimes quand il vient te demander les miettes. Quand son enfant est malade, il vient te demander 50 000. Tu lui donnes 5 500. Tu dis 500 là, c'est pour le transport. Prends 5 000 là, tu vas payer d'abord les médicaments pour commencer, je viens. Quand sa maman meurt, on t'attend pour que tu viennes enterrer. Vous aimez ça. Vous êtes fiers, vous vous sentez important. C'est pour ça que vous voulez, vous vous dites, mais si les choses changent, on va perdre nos privilèges, peut-être les autres aussi. La machine peut se renverser, ce sera le tour des autres. Qu'est-ce que nous on va faire? Il faudrait qu'on pérennise les choses. Mais malheureusement, vous vous êtes trompé. La fin est inéluctable. La machine en marche, vous ne pouvez pas l'arrêter. D'abord, un billet est vieux, il est fatigué, il est coulant. On se demande même pourquoi vous attachez à lui autant. Si ce n'est pas suspect, on se poserait les questions. Parce que je vous assure qu'en situation normale même, la guerre du Nozo n'aurait jamais éclaté. On aurait maîtrisé ça dans un état normal. S'il était un tant soit peu conscient de ce qui se passe dans son pays, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. On aurait pu négocier différemment. On aurait pu discuter. Comme a dit Richard Bonnat, on aurait pu parler. On aurait pu dialoguer. Tant qu'il y a le dialogue, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais, vous avez pensé que puisqu'il y a le bir, que tout allait être rasé et puis les gens allaient faire. C'est que vous ne savez pas que c'est que dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Dans une guerre, là, il y a toujours quelqu'un qui perd. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Il y a toujours quelqu'un qui perd. Il y a des gens qui pensent que dans une guerre, c'est les plus forts qui gagnent toujours. Combien de jeunes sont morts? Combien de jeunes sont morts? Combien de jeunes sont morts? Non, sérieusement. Combien de jeunes ont été décapités? Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on fasse les choses différemment? Les gens étaient plus préoccupés à réfléchir comment ils allaient faire pour rester au pouvoir qu'à trouver les solutions pour que les choses ne se gâtent pas au nord-ouest. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On vous a pris, on vous a mis dans une bulle de tribalisme. Vous êtes tombé dedans les pieds et la tête dedans. Quand on vous dit que non, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire de groupe ethnique. Ce n'est pas une affaire de langue. Ce n'est pas une affaire de culture. Le problème, c'est que le Cameroun va mal. Il faut qu'on change les choses. Il faudrait que ces gens-là partent, et leurs alliés, pour qu'on ait des gens qui peuvent nous amener à penser les choses différemment. Si c'est là, quitte à ce qu'ils viennent, qu'ils échouent, 5 ans ou 7 ans après, on les change encore, on trouve quelqu'un d'autre, jusqu'au jour où on va tomber sur la bonne personne. Mais les gens viennent et te disent, qu'est-ce qui te dit qu'après Paul Biya, c'est là où tu vas manger? C'est après Paul Biya que tu auras l'argent, c'est après Paul Biya que tu seras ci, c'est après Paul Biya que ça va aller dans votre famille. Ça, c'est ce qui mange un peu. Parce qu'ils sont assis quelque part dans un ministère, on a fait recrutement de 25 000 personnes. On les a mis dedans, ils s'asseyent là. Ils commencent à vous traiter de tous les noms. Ça fait pitié en fait. Je ne sais pas, c'est le seul pays où ce qui n'est pas normal pour les autres est normal pour nous. Samuel Ouazizi est mort 2 fois, pourquoi? Est-ce que dans un pays normal, ce genre de choses peut arriver? Dans un état de droit. Sinon, on a encore même un état, parce que c'est ça le problème. On a une bande de vieillards croulants. Les gens, même pour réfléchir normalement, ils ont leurs problèmes. C'est comme si vous me demandez que dans 45 ans, c'est là où moi je serai intelligent. Si à 40 ans actuellement je ne suis pas intelligent, à 45 ans je serai intelligent. C'est dans 45 ans, autant pour moi je serai intelligent quand j'aurai 85. Mais arrêtez d'insulter l'intelligence des autres. Vous avez un président de la République qui est coulant,
qui est presque une momie. Vous avez un président du Sénat qui est une momie. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est une momie. Donc, tout notre pays est momifié alors. C'est terrible. Quand tu penses, on te dit non, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu ne devrais pas dire ce genre de choses-là. C'est anormal de penser comme ça. Il faut respecter les vieux. Les vieux, si les vieux là avaient voulu du respect, ils seraient allés se reposer. Ils ont tout eu dans leur vie. Le Cameroun leur a tout donné. Le Cameroun leur a tout donné. Le Cameroun leur a tout donné. Ils ont profité, violé le Cameroun, abusé du Cameroun. Ils ont violé le Cameroun de toutes les manières. Ils ont abusé du Cameroun de toutes les manières. Je crois qu'ils sont rassasiés. Ils ne perdaient rien à laisser reposer. Maintenant, comme ils ont fini là, il faudrait que ce sont leurs enfants encore qui viennent nous gouverner. Que leurs enfants viennent commander. Que nous, on soit toujours les laquais de leurs enfants. Vous n'avez pas marre? Vous n'avez pas marre? Il y a des gens qui pensent qui disent que le palais là, c'est chez nous, à Etoudi. Hein? Mais moi, je ne savais pas que si c'était le royaume d'Etoudi, ou alors si Etoudi était le centre du royaume des Ekans. Dites-nous. Parce qu'en réalité, Ayoub lui-même là, à Etoudi là, il n'est pas chez lui. Il n'est pas autochtone d'Etoudi. Il vient de Mvomeka. Donc lui, il est allogène. Il est allogène autant que les Bamileke et les autres. Mais comme lui, vous dites qu'il est Ayoub et qu'il est Boulou, et quand il parle, vous pouvez comprendre là. Donc forcément, lui, il est chez lui. C'est les autres qui ne sont pas chez eux. Vous traitez les autres d'envahisseurs. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas envahir? Parce que vous n'êtes pas conquérants, vous n'êtes pas des gens valeureux. Et je vais vous dire un truc, quand vous partez dans les marchés de Yaoundé, vous trouvez deux tribus en abondance. Vous trouvez les Bamileke, vous trouvez les Etones. Les Etones, c'est une tribu du centre, nous sommes du centre. Mais pourquoi nos mamans sont pleines dans le marché? Pourquoi nos frères sont pleins dans les marchés? Si vous m'expliquez ça, je vais comprendre. C'est parce que c'est des gens qui sont essentiellement dynamiques. Le travail de la terre, le commerce, et même parmi les intellectuels camerounais, il y en a beaucoup dedans. Mais si vous ne pouvez pas comprendre que pour que les choses, c'est pas parce que c'est votre frère qui est là. Donc, c'est vous qui devez être dans les bureaux et puis les autres sont vos laquais. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que quand il y a les gens qui disent des choses parfois, à un moment, si je ne me trompe pas, l'ouest du Cameroun était le premier employeur du Cameroun. Je dis bien le premier employeur, avant l'État même. Je ne sais pas si c'est passé après l'État, mais je pense que jusqu'à très récemment, c'était presque ça. Parce qu'ils détenaient la majorité du tissu économique. C'est leur dynamisme, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Et ça, c'est culturel. Parce que pour produire, il faut travailler. Et pour avancer dans la production, il faut s'organiser solidairement. Et ils savent s'organiser solidairement. Ce que vous ne savez pas faire, vous êtes égoïste, mes frères Betty. Ouais, ça c'est vrai. Quand quelqu'un là pense à lui et ses enfants, il pense à lui et ses enfants. Vous pensez que les autres sont venus pour être vos laquais? Il y a un village chez nous dans l'arrondissement de ça qu'on appelle comme là. Il paraît même que c'est... Non, il paraît que c'est devenu arrondissement, ce n'est plus village. Il y a c'est le village d'un ancien... je ne sais pas s'il est encore là même, je ne sais pas, mais il a été vice-président de l'Assemblée nationale à un moment. Quand vous allez là-bas, là, vous allez trouver une famille entière qui est entrée à l'ENA. Ils n'ont pas eu un autre travail. Tous, c'est tout ce qu'ils ont choisi. Ils sont à l'ENA. Dans le village, il y a beaucoup parce que ça, c'était ce qui était pour eux. C'est le Cameroun là où vous voulez. Où c'est certains qui mangent et les autres sont là, ils sont assis, ils font rien. On fait croire que c'est les autres qui sont plus brillants que les autres. Non. Voyez-vous. C'est ça qui crée la frustration. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas empêcher à ceux qui sont frustrés de se plaindre. Vous ne pouvez pas empêcher à ceux qui sont frustrés de revendiquer. Non.
C'est leur rôle de revendiquer, c'est leur rôle de se plaindre. Parce qu'ils se sentent marginalisés. C'est pas tout le monde qui a un oncle qui est vice-président de l'Assemblée nationale.